Mélanie Uribe était une infirmière à la vie bien rangée. Elle était maman et elle suivait une routine stricte. En soi, elle n'était pas du genre à disparaître comme ça sans prévenir. Et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé puisque un soir, elle va disparaître alors qu'elle était sur le chemin du travail et elle ne va plus jamais réapparaître. Personne ne savait où elle se trouvait et pourtant, une femme à plusieurs kilomètres de là va recevoir une étrange vision et mènera la police directement au corps de Mélanie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Mélanie Uribe, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de disparition, une histoire qui est résolue aujourd'hui, mais vous allez voir, il s'agit aussi d'une histoire qui va toucher un petit peu le paranormal. On va essayer de prendre tout ça de la manière la plus cartésienne possible, même si vous allez voir, il y a des choses ici qui ne s'expliquent tout simplement pas. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour vous, c'est juste un petit clic, pour moi ça change absolument tout. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonneront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas à vérifier, parfois YouTube vous désabonne. Donc voilà, regardez au cas où que vous soyez toujours abonné. En tout cas, à présent que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette terrible affaire. Nous sommes en 1980. Mélanie Uribe était une femme de 31 ans vivant aux États-Unis dans la ville de Burbank dans le comté de Los Angeles et elle vivait dans un appartement qu'elle partageait avec une colocataire. En fait, Mélanie était divorcée et mère célibataire et elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Paycoma de Burbank et à côté de ça, elle élevait donc son fils qui avait 8 ans. Selon ses proches, Mélanie était une femme travailleuse mais également fiable, responsable et très attachée à ses habitudes. En tant qu'infirmière, elle avait une vie rythmée par la routine, surtout quand elle travaillait de nuit. En soi, Mélanie était une femme prudente et donc très stable dans sa vie. C'était une mère qui essayait de subvenir aux besoins de son fils tout en travaillant très dur. Mais parlons à présent de la journée du 15 décembre 1980. Cette soirée-là, Mélanie avait quitté son domicile pour aller travailler. Elle portait déjà son uniforme d'infirmière blanc avec en dessous un pull marron et puis elle portait également une veste en cuir. C'était une soirée ordinaire, mais malheureusement, après être partie de chez elle, Mélanie n'est jamais arrivée jusqu'à l'hôpital. À son travail, ses collègues trouvaient ça étrange de ne pas la voir arriver, mais bon, au début, personne ne se doutait qu'un drame pouvait être arrivé. Mais c'est vrai que les minutes passaient et Mélanie ne semblait pas arriver. Ses collègues avaient alors appelé chez elle, mais ils n'avaient pas eu de réponse. À ce moment-là, dans l'hôpital, tout le monde commençait un petit peu à se demander où était Mélanie. Je veux dire, Mélanie était quelqu'un de fiable, si elle avait eu un empêchement, elle aurait au moins téléphoné, mais là, il n'y avait tout simplement rien. Après, il faut se rappeler qu'on était en 1980 et donc si Mélanie n'était pas chez elle à son appartement, elle n'avait pas de GSM pour pouvoir prévenir qui que ce soit. Mais quand même, on pouvait se demander très clairement où est-ce qu'elle aurait bien pu aller alors qu'elle savait qu'elle devait aller travailler. Au final, ses collègues étaient trop inquiets et ils avaient alors appelé la police pour que des agents aillent directement chez elle vérifier si elle allait bien. La police avait donc fini par se rendre à l'appartement de Mélanie pour y interroger sa colocataire qui leur avait alors expliqué qu'elle n'avait pas vu Mélanie depuis son départ au travail plus tôt dans la soirée. Avec ça, on apprenait que Mélanie était bel et bien partie au travail, mais qu'elle n'était jamais arrivée à destination. Clairement, la situation était très étrange et comme je vous l'ai dit, Mélanie n'était pas du genre à disparaître comme ça volontairement. Elle avait un petit garçon, un travail qu'elle prenait au sérieux et une vie qu'elle aimait tout simplement. La suite se passe alors le lendemain lorsque la police a découvert la camionnette de Mélanie abandonnée dans une impasse et surtout totalement incendiée. À l'intérieur se trouvait d'ailleurs l'uniforme d'infirmière blanc de Mélanie, par contre il n'y avait aucune trace d'elle. Par contre, chose importante à noter, la camionnette semblait avoir été déposée là sans qu'il n'y ait pour autant de traces de lutte. Il n'y avait rien de cassé et aucune trace d'un potentiel agresseur mis à part la situation qui laissait clairement présager
qu'il y avait eu un acte criminel. Très vite d'ailleurs, la police va recevoir des témoignages et on apprendra alors ce qui est arrivé à Mélanie. En fait, des témoins avaient appelé la police pour leur expliquer avoir vu Mélanie arrêtée à un feu rouge la veille au soir lorsque, d'un coup, 2 hommes avaient soudainement fait irruption dans sa camionnette. Le récit des témoins était clairement terrifiant et racontait une scène d'horreur. Ils avaient par la suite entendu Mélanie crier et avant même que quiconque ne puisse comprendre ce qu'il se passait, les hommes avaient pris le volant de la camionnette et avaient pris la fuite avec toujours Mélanie à l'intérieur du véhicule. Ce qui est dingue ici, c'est qu'on aurait pu croire que quelqu'un serait intervenu, que quelqu'un aurait fait quelque chose pour sauver Mélanie, mais la réalité était bien différente. Les gens témoins de la scène s'étaient simplement figés et ils n'avaient rien su faire, surtout que l'agression n'avait duré que quelques secondes. Et puis, encore une fois, je rappelle qu'on était dans les années 80 et donc que les gens n'avaient pas de téléphone portable sur eux et donc c'était impossible d'appeler les urgences au moment où l'enlèvement a eu lieu. En tout cas, une chose était sûre, c'est après ça que Mélanie avait totalement disparu et même si sa camionnette avait été retrouvée, elle ne semblait être nulle part. Sinon, à présent pour la police, il s'agissait maintenant d'un cas d'enlèvement et donc les enquêteurs avaient rapidement commencé à ratisser le secteur pour essayer de déterminer où Mélanie avait pu être emmenée. Ils avaient alors fouillé les environs, surtout proche de l'endroit où sa camionnette avait été retrouvée. Ils avaient inspecté les maisons voisines, les terrains vagues, les bords de route. Mais bon, il n'y avait strictement aucune trace de Mélanie ou même de ses ravisseurs. À ce moment-là, on se demandait toujours si Mélanie était en vie quelque part et donc la police savait qu'il fallait faire vite pour la retrouver. Les enquêteurs avaient alors diffusé plusieurs appels à témoins sur les médias locaux et justement, ça va marcher. Nous étions à ce moment-là le 16 décembre 1980. Ce jour-là, une certaine Etta Smith était à son travail et elle écoutait la radio. Etta avait 32 ans, elle était mère de famille et travaillait au Lockheed Aerospace et elle avait un travail à responsabilité. De plus, elle était décrite comme responsable, crédible et stable. Mais voilà, ce jour-là, quelque chose d'étrange va se passer. Quelque chose qu'elle ne saura pas expliquer. Alors qu'elle écoutait la radio, elle a entendu l'appel à témoins concernant Mélanie. Elle n'écoutait à ce moment-là que d'une oreille puisqu'elle était au travail. Mais voilà, d'un coup, elle va avoir un flash. D'abord, en fait, ça a été une pensée qui va lui traverser l'esprit et cette pensée disait « Elle n'est pas dans une maison ». Selon Etta, ce n'était pas une voix à proprement parler, plutôt une affirmation qui était surgie de nulle part. Mais ce n'est pas tout, toujours selon Etta, les images ont commencé à affluer dans sa tête. Elle y voyait un canyon, une route sinueuse en serpentin à travers les collines arides. Elle voyait également des broussailles, des arbustes et un chemin de terre s'étendant au loin. Et puis dans sa vision, elle va finir par voir quelque chose, une sorte d'objet blanc au loin, un objet qu'elle n'arrivait pas à discerner. Il faut tout de même noter qu'à ce moment-là, Etta n'était pas une voyante autoproclamée. C'était une femme ordinaire qui exerçait un métier tout à fait normal, mais voilà, lorsqu'elle a eu ces flashs, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et elle ne croyait pas vraiment qu'il pouvait s'agir d'une sorte de message de l'au-delà ou quelque chose du genre. Etta a même décrit plus tard l'expérience en expliquant que c'était comme si elle avait regardé des scènes d'un film. C'était des images précises et détaillées et le plus étrange, c'était qu'Etta affirmait n'avoir absolument aucune idée de pourquoi ça lui était arrivé. D'ailleurs, elle n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. C'est tout de même quelque chose qu'il est important de prendre en compte parce que clairement si cette personne avait déjà publiquement revendiqué des dons de voyance, eh bien la police l'aurait probablement écarté. On aurait pu penser qu'une voyante essayerait de se faire remarquer ou en tout cas d'avoir de l'attention. Mais non, ici Etta n'avait aucune idée de ce qu'il s'était réellement passé dans sa tête et dans son esprit à ce moment-là. En fait, après avoir eu ce flash, elle s'était immédiatement demandé si elle était folle ou même si elle avait imaginé tout ça. Mais bon, malgré tout, eh bien, les images persistaient dans sa tête. Avec tout ça, Etta ne savait clairement pas quoi faire, elle se sentait assez mal à l'aise parce qu'elle avait l'impression de savoir où se trouvait Mélanie, mais en soi, elle n'avait aucune preuve tangible et donc elle hésitait à prévenir la police. Mais au final, eh bien, Etta s'était dit qu'elle ne pouvait pas ignorer la situation et que selon elle, si Mélanie était toujours vivante et qu'elle avait un moyen de la retrouver, elle se pardonnerait jamais de ne pas l'avoir fait. Finalement, Etta était allée voir la police et les enquêteurs lui avaient alors montré une carte.
Ensemble, ils avaient alors compris que le lieu qu'Eta avait vu se trouvait dans le canyon Lopez, une zone isolée au-dessus de Lakeview Terrace, dans la vallée de San Fernando. À noter également que la police n'avait toujours pas fouillé cet endroit précis et n'avait en soi pas encore eu de raison de le faire. Mais voilà, Eta était sûre qu'il s'agissait bien de l'endroit qu'elle avait vu en vision. Alors quand même, il faut bien s'en douter, mais les enquêteurs étaient assez sceptiques par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que Eta ne paraissait pas vraiment manipulatrice ni être venue pour des raisons intéressées. Au contraire, elle était calme, intelligente et, chose étrange, très précise dans la description de ses visions. Alors au final, le policier face à elle lui avait expliqué que son équipe inspecterait la zone le lendemain matin à l'aide d'un hélicoptère. Alors oui, c'était une décision qui paraissait raisonnable, mais malgré tout, en partant du commissariat, Eta se disait qu'attendre le lendemain pouvait être une erreur et peut-être qu'il était encore temps de sauver Mélanie. Alors finalement, elle avait décidé qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle était donc rentrée du commissariat, elle avait fait à manger à ses enfants et ensuite elle avait pris la route avec donc ses enfants ainsi qu'avec sa nièce qui n'avait que 20 ans à ce moment-là. Elle s'était finalement retrouvée sur des chemins de terre à travers les collines et la brousse californienne. Et toujours selon Eta, plus elle s'enfonçait dans le canyon, plus elle avait cette sensation étrange qui s'intensifiait. Elle avait alors fini par ralentir près d'un chemin de terre isolé et c'est là qu'Eta avait remarqué des traces de pneus fraîches au sol. Elle était alors sortie de sa voiture et avait touché les traces de terre. À ce moment-là, elle avait ressenti une vague de peur et de panique, comme si elle pouvait ressentir ce que Mélanie avait ressenti pendant son enlèvement. Eta s'était alors mise à suivre les traces de terre dans la broussaille, et puis à un moment donné, soit de ses enfants, soit de sa nièce, on sait pas trop, en tout cas quelqu'un qui était dans sa voiture, va lui faire remarquer qu'au loin, il y avait quelque chose de blanc. Eta s'était alors rapprochée de cet objet blanc, et là, elle avait rapidement compris qu'il s'agissait d'un pied avec des chaussures d'infirmière blanches. En réalité, il s'agissait là du corps de Mélanie. Évidemment, la police avait été appelée sur les lieux et était arrivée assez rapidement. Ce qui est complètement fou ici, c'est que Eta avait localisé l'endroit précis sans que personne ne lui ait parlé auparavant de l'existence de ce canyon. C'était une femme tout à fait ordinaire, sans aucun antécédent de don de voyance, et elle avait conduit les enquêteurs directement au corps d'une inconnue assassinée. Mais donc voilà, en tout cas, après cette découverte, on savait une chose, Mélanie Uribe était morte. La police avait alors commencé une enquête pour meurtre et une chose était à présent sûre. Après son enlèvement, Mélanie avait été emmenée à des kilomètres de la ville, elle avait été agressée sexuellement et finalement battue à mort au milieu de nulle part. Le médecin légiste avait d'ailleurs déterminé que Mélanie était décédée des suites d'un traumatisme crânien. Son corps avait été laissé là dans les broussailles, en espérant sans doute qu'on ne la retrouve jamais. Bon, on va pas se le cacher, cette histoire a quand même suscité énormément de controverses, et même des années plus tard, des décennies plus tard, beaucoup de gens sont partagés entre se dire que peut-être Mélanie a eu des dons paranormaux, qu'elle a vraiment eu des visions venant d'autre part, ou alors qu'il y a une autre explication possible. Mais pour se concentrer sur l'enquête, il faut savoir que les policiers avaient tout de même décidé d'enquêter sur les circonstances étranges de la découverte du corps de Mélanie. Du point de vue des enquêteurs, Eta Smith devenait une personne importante et la situation, les circonstances dans lesquelles Mélanie avait été retrouvée, restait bizarre. Je veux dire, on parle quand même ici d'une femme inconnue, sans lien avec Mélanie, qui finit par retrouver son corps qui était clairement abandonné au milieu de nulle part. Et donc pour la police, il n'y a que deux possibilités. Soit Eta avait vécu quelque chose d'inexplicable, soit elle en savait plus sur le meurtre de Mélanie qu'elle ne le prétendait. Et donc on va pas se le cacher, les forces de l'ordre avaient alors privilégié le côté rationnel de la chose. Donc à présent, l'enquête reposait sur le fait de savoir comment Eta avait pu savoir où le corps de Mélanie se trouvait. Au début, les enquêteurs traitaient Mélanie un petit peu comme un témoin, mais au fur et à mesure du temps, les choses vont s'envenimer. Et là, pour les enquêteurs, eh bien, c'était possible qu'Eta ait été mise au courant, on ne sait pas comment,
de l'endroit où le corps avait été laissé. Au final, le soir même de la découverte du corps, la police avait décidé d'appeler Etta au poste de police afin de l'interroger. Les enquêteurs cherchaient alors à avoir un peu plus d'éclaircissements, plus de détails et une chronologie des événements, ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, le ton de l'interrogatoire va commencer à changer. Etta expliquera d'ailleurs plus tard que les enquêteurs l'avaient obligée sans cesse à raconter l'histoire depuis le début, encore et que l'atmosphère dans cette salle d'interrogatoire avait basculé du scepticisme à la suspicion. Plus Etta insistait sur le fait qu'elle avait simplement eu une vision inexplicable, moins elle paraissait crédible aux yeux des enquêteurs. Pour la police, une chose était claire, personne ne savait par magie où se cachaient les victimes de meurtre. Pour eux, si Etta avait pu retrouver Mélanie, c'était sans aucun doute parce qu'elle était impliquée. La police envisageait alors clairement qu'Etta n'ait jamais eu de don de voyance et les enquêteurs se demandaient si elle n'avait pas surpris une conversation sur le crime ou même si elle ne connaissait peut-être pas l'un des meurtriers. Ou pire encore, on peut peut-être se demander si elle aurait aidé à se débarrasser du corps de Mélanie après le meurtre. Les enquêteurs s'étaient alors mis à la recherche d'un lien quelconque entre Etta et le crime. Mais bon, ils avaient vite compris que rien dans le passé d'Etta ne correspondait à leur théorie. Elle n'avait aucun antécédent de violence et aucun lien apparent avec Mélanie. Donc, pour en savoir plus, la police avait fait passer à Etta 2 tests du polygraphe, donc en gros le détecteur de mensonges. Et là, d'après les rapports de police, elle avait réussi les 2. Au lieu de la disculper, les enquêteurs en avaient conclu qu'elle avait sans doute manipulé les résultats en contrôlant sa respiration pendant l'examen. Les enquêteurs vont même aller jusqu'à mentir à Etta en lui disant qu'elle avait échoué ses examens pour qu'elle avoue, mais Etta n'a jamais changé sa version des faits. Au final, les enquêteurs ont fini par conclure que d'une manière ou d'une autre, Etta devait être impliquée dans le crime. Alors, et c'est assez fou je trouve, mais Etta a été arrêtée pour complicité de meurtre et elle a passé 4 jours en prison. Bon, malheureusement, pendant ce temps-là, les vrais tueurs couraient toujours et il faut savoir que pendant que les enquêteurs tentaient de prouver qu'Etta mentait, les véritables meurtriers, eux, se vantaient de leurs crimes. D'ailleurs, disons-le, mais c'est clairement grâce à ça que l'enquête a finalement été résolue. En fait, à ce moment-là, un informateur a été voir la police et leur avait confié avoir entendu des rumeurs dans son quartier. En fait, selon lui, l'un des hommes impliqués dans le meurtre de Mélanie se vantait ouvertement à plusieurs personnes en disant qu'il avait agressé une femme et qu'il l'avait tuée et laissée au milieu de nulle part. Et finalement, les enquêteurs avaient alors identifié 3 suspects. 2 hommes adultes qui s'appelaient Spencer Nelson, âgé de 21 ans, ainsi que Louis Carnell Morgan, qui lui était âgé de 20 ans. Par contre, le 3e suspect était encore mineur, il n'avait que 17 ans, donc son identité est restée secrète. Il faut savoir que lors de leurs arrestations, les 3 hommes avaient alors décidé d'avouer, et ils avaient alors expliqué que le soir du 15 décembre 1980, Mélanie était simplement arrêtée à un feu rouge sur le chemin du travail lorsqu'ils avaient décidé de la prendre pour cible de manière totalement aléatoire. Les 3 hommes étaient alors rentrés de force à l'intérieur de sa camionnette et ils avaient finalement pris le volant devant tout un tas de témoins qui étaient donc restés impuissants. Après ça, ils avaient roulé environ 15 km jusqu'au Lopez Canyon et sur place, ils avaient agressé sexuellement Mélanie et par la suite, ils l'avaient battue à mort. Par contre, chose très importante qu'on va apprendre ici, c'est que les 3 tueurs n'avaient strictement aucun lien avec Etta Smith. Ils ne la connaissaient pas du tout et n'avaient jamais entendu parler d'elle. Rien ne prouvait qu'Etta avait participé à ce crime, ni qu'elle en avait entendu parler. Alors suite à ça, le 21 décembre, après 4 jours de garde à vue, Etta a finalement été libérée et innocentée. Aucune charge n'a alors été retenue contre elle, mais bon, le mal était déjà fait, elle avait fortement été médiatisée, placée en garde à vue, accusée de meurtre, et donc même si elle était innocentée, plusieurs personnes continuaient à se poser des questions
et à se demander si elle était impliquée ou non dans ce crime atroce. Etta avait alors eu beaucoup de mal à reprendre une vie normale après tout ça. Le mal avait malheureusement déjà été fait et avait affecté sa vie professionnelle et puis sa vie sociale. Alors finalement, Etta avait décidé de porter plainte contre le département de police de Los Angeles pour arrestation abusive, tout en expliquant que les enquêteurs avaient terni sa réputation en la poursuivant avec acharnement, malgré l'absence de preuves concrètes la reliant au meurtre. Pour ça, elle avait alors réclamé la somme de 750 000 $ de dommages et intérêts. Lors du procès, les enquêteurs avaient alors évoqué la possibilité qu'Etta ait entendu des informations par hasard et se soit ensuite immiscée dans l'affaire pour devenir célèbre. Un policier va même témoigner en expliquant que pendant la garde à vue d'Etta, il s'était fait passer pour un autre prisonnier et avait parlé avec elle. Selon ce policier, Etta lui aurait parlé du fait qu'elle aimerait écrire un livre sur toute cette histoire ou même réaliser un film sur son expérience. L'accusation avait donc énormément insisté sur ce point en disant que le but d'Etta était tout simplement de faire parler d'elle. Mais bon, au procès, Etta a nié et elle a juré qu'elle n'avait jamais cherché la célébrité grâce à cette affaire. Dites-vous à ce moment-là que l'avis général était quand même divisé en deux. Certains étaient convaincus qu'elle avait des dons de voyance, d'autres qu'elle était secrètement impliquée, mais bon, finalement, le jury a partiellement donné raison à Etta et lui a accordé la somme de 24 000 $ de dommages et intérêts. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'après tout ça, Etta n'a pas cherché à devenir médium, elle n'a pas cherché à faire des plateaux télé ou quoi que ce soit pour devenir connue. En fait, elle a toujours affirmé ne pas être voyante et ne pas savoir comment tout ça lui était arrivé. En fait, elle se décrivait simplement comme une personne sensible à qui il était arrivé quelque chose qu'elle ne pourra jamais expliquer. Alors oui, peut-être qu'il existe une explication rationnelle, peut-être que Etta a absorbé des informations sans s'en rendre compte et que son cerveau ait créé des images avec ce qu'elle aurait pu entendre. Peut-être que tout ça c'est même une coïncidence, c'est dur à croire, mais c'est une possibilité. Mais tout de même, personnellement, je trouve que cette affaire reste extrêmement mystérieuse. En tout cas, c'est comme ça que ça se termine. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous croyez, si pour vous Etta a réellement eu des dons de voyance ou s'il y a eu autre chose. J'attends donc vos théories avec impatience et mis à part ça, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi comme toujours je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!